changer les grandes lignes d'une vie. Ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on les appréhende. À 22 ans, alors que tout semblait commencer, elle a compris que son corps venait de lui voler son avenir. Pas sa carrière, pas sa beauté, mais son rêve le plus intime, devenir mère. Quand on prononçait le nom de Véronique Jeannot à la fin des années 1970, la France voyait une jeune femme lumineuse, promise à un destin éclatant. Une actrice fraîche, élégante, déjà aimée du public, les téléspectateurs la reconnaissaient, les producteurs la sollicitaient et les magazines parlaient d'elle comme d'un visage d'avenir. À cet âge-là, on croit que la vie est une ligne droite. On croit que le temps est un allié. On croit surtout que le corps obéit. Mais un jour, sans prévenir, cette illusion s'effondre. Dans une salle blanche, impersonnelle, froide comme une salle d'attente du destin, un médecin lui annonce une nouvelle qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Un mot, puis un autre. Cancer, utérus, urgence. À 22 ans, Véronique n'entend plus vraiment la suite. Elle regarde les lèvres bouger, mais son esprit s'éloigne déjà. Dans sa tête, une seule pensée tourne en boucle. Pourquoi maintenant ? À cet âge-là, on ne pense pas à la mort. On ne pense pas à la stérilité. On pense au rôle à venir, au voyage, à l'amour, à l'idée vague et rassurante qu'un jour, peut-être, on aura des enfants. Mais ce jour-là, dans cette pièce trop silencieuse, on lui explique que la chimiothérapie est indispensable, qu'elle peut lui sauver la vie, et qu'en échange, elle risque de lui prendre quelque chose qu'on ne sait mesurer qu'après l'avoir perdu. La chimiothérapie commence, les corps changent, les forces disparaissent, les nuits deviennent longues, très longues. Elle sourit encore en public, mais à l'intérieur, c'est un autre combat qui se joue. Véronique parlera plus tard de cette période comme d'une traversée du désert. Une fatigue qui ne ressemble à rien de connu. Une solitude que même le succès ne peut combler. Elle confiera, des années plus tard, qu'à certains moments, elle ne voyait plus l'intérêt de continuer. Une séance de plus, et je me serais jeté sous un train. Des mots lourds, terribles, mais sincères. Et puis il y a l'annonce finale. Celle qui ne fait pas de bruit, mais qui fracasse tout. Le traitement a fonctionné. Elle est en vie, mais elle ne pourra jamais porter d'enfant. Pour beaucoup, cela peut sembler abstrait. Pour une jeune femme de 22 ans, c'est un deuil. Le deuil d'un futur imaginé depuis l'adolescence. Le deuil d'un corps qui ne donnera jamais naissance. Le deuil silencieux d'une maternité qui n'existera que dans les rêves. Ce qui rend cette épreuve encore plus cruelle, c'est qu'elle arrive au moment précis où tout s'ouvre devant elle. Sa carrière décolle, les propositions affluent, le public l'adopte. Et pourtant, derrière les sourires, derrière les interviews, derrière les projecteurs, Véronique Jeannot avance avec une blessure invisible. Une blessure que personne n'applaudit, une blessure que personne ne voit. Elle continue. Parce qu'il faut continuer. Parce que le monde n'attend pas. Parce qu'une actrice n'a pas le droit de s'effondrer trop longtemps, mais quelque chose s'est brisé. Définitivement. Et même si la vie va bientôt lui offrir la gloire, l'amour et la reconnaissance, cette cicatrice-là ne disparaîtra jamais vraiment. Car survivre à 22 ans, ce n'est pas seulement rester en vie. C'est apprendre à vivre avec ce qui ne reviendra jamais. Quand Véronique Jeannot revient progressivement sous les projecteurs, le public n'imagine pas une seconde ce qu'elle porte en elle. À l'écran, elle est fraîche, attentive, rassurante. Dans la vraie vie, elle avance avec une douleur muette, soigneusement dissimulée sous le maquillage et la discipline professionnelle. Car après la maladie, il y a une règle non écrite dans ce milieu. Il faut reprendre sa place, comme si rien ne s'était passé. Le début des années 1980 marque un tournant décisif. La télévision française cherche de nouveaux visages, capables de parler à une génération entière. Et Véronique apparaît au bon moment, avec ce mélange rare de douceur et de gravité qui touche immédiatement les téléspectateurs. Lorsqu'elle accepte le rôle de Joëlle Mazar dans Pause Café, elle ne se doute pas qu'elle va devenir bien plus qu'une actrice populaire. Elle va incarner une figure presque maternelle pour toute une jeunesse. Le succès est fulgurant. Pause. Café devient un phénomène de société. Les audiences explosent. Les lettres de téléspectateurs affluent par milliers. On lui écrit pour se confier, pour demander conseil, parfois même pour se sentir moins seul. Dans les foyers français, on l'appelle par le prénom de son personnage, comme si elle faisait partie de la famille. Pour beaucoup, Joëlle Mazar est une présence rassurante, une adulte bienveillante dans un monde qui change trop vite.
Et c'est là que se cache l'ironie la plus cruelle de son destin. À l'écran, Véronique écoute les adolescents, les protège, les guide, les comprend. Elle incarne une femme qui aide les jeunes à se construire, à affronter leurs peurs, leurs blessures, leurs errances. Mais une fois les caméras éteintes, elle rentre seule. Elle sait qu'elle ne connaîtra jamais ce lien biologique qu'elle joue si naturellement devant des millions de personnes. Chaque scène, chaque regard tendre, chaque geste de protection résonne comme un rappel silencieux de ce qui lui a été retiré à 22 ans. Le public applaudit, elle sourit, mais à l'intérieur le contraste est brutal. Dans les interviews de l'époque, rien ne transparaît vraiment. Elle reste pudique, réservée, presque effacée lorsqu'il s'agit de sa vie privée. À cette époque, on ne parle pas facilement de stérilité, encore moins quand on est une femme jeune et célèbre. Alors elle garde tout pour elle. Elle avance, elle joue, elle réussit. Le succès devient une armure. Et pourtant, malgré cette armure, la blessure ne cicatrise pas. Elle apprend à vivre avec, elle apprend à compartimenter le plateau d'un côté, la solitude de l'autre, la reconnaissance publique d'un côté, le manque intime de l'autre. Pour beaucoup, elle est une femme accomplie. Pour elle-même, quelque chose manque toujours. La télévision la consacre, le cinéma lui ouvre ses portes, la musique commence même à l'attirer. Tout semble indiquer qu'elle a gagné. Mais dans ce milieu, gagner ne signifie pas toujours être en paix. Véronique le comprend très tôt. On peut être aimé de tous et se sentir profondément seul. C'est peut-être pour cela que, sans le savoir, elle est déjà en train de chercher autre chose. Quelque chose qui ne se mesure pas en audience ni en article de presse. Quelque chose qui ressemble davantage à une réparation intérieure. Elle l'ignore encore, mais cette quête va bientôt prendre un visage. Celui d'un homme, celui d'un amour, qui pour la première fois depuis la maladie, lui donnera l'illusion que la vie peut enfin lui rendre ce qu'elle lui a pris. Elle ne l'attendait pas. Elle ne le cherchait même plus. Après la maladie, après la douleur silencieuse, après ce succès qui la protégeait autant qu'il l'isolait, Véronique Jeannot s'était presque convaincue que l'amour appartenait au passé. Et pourtant, c'est souvent quand on baisse la garde que le destin frappe le plus fort. La rencontre a lieu presque par hasard lors d'une séance photo pour un magazine. Face à elle, un homme au regard vif, au sourire assuré, porté par l'adrénaline et la gloire, Didier Pironi. À ce moment-là, il est l'un des sportifs français les plus admirés, pilote Ferrari, héros moderne, symbole de vitesse et de victoire. Tout les oppose et pourtant tout les rapproche. Ce qui devait rester professionnel devient rapidement personnel. Très personnel. Entre eux, il n'y a pas de jeu, pas de calcul. Seulement cette évidence rare que l'on ressent une ou deux fois dans une vie. Didier ne voit pas seulement l'actrice célèbre. Il voit la femme blessée, celle qui a frôlé la mort, celle qui a appris trop tôt que rien n'est garanti. Et Véronique, elle, redécouvre quelque chose qu'elle croyait perdu, la projection dans un avenir à deux. Avec Didier, elle recommence à imaginer demain. Pas un futur parfait, mais un futur partagé. Elle ose de nouveau espérer. Pour la première fois, depuis le cancer, elle ne se définit plus seulement par ce qu'elle a perdu, mais par ce qu'elle pourrait encore vivre. Ils deviennent inséparables. Le public les admire, la presse les suit, mais derrière les photos souriantes, leur relation se construit loin du bruit, dans une forme de simplicité presque fragile. Puis vient l'été 1982, lors des essais du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, la nouvelle tombe comme un coup près. Un accident, violent, terrible. Didier Pironi est grièvement blessé, les jambes broyées, la carrière de Formule 1 s'arrête net. En quelques secondes, le héros invincible devient un homme cloué sur un lit d'hôpital. Et une fois encore, la vie de Véronique bascule. Cette fois, ce n'est pas elle qui est malade, c'est l'homme qu'elle aime. Et sans hésiter, sans réfléchir, elle met tout le reste entre parenthèses. Les tournages, les projets, la lumière. Elle choisit l'ombre, les hôpitaux, la rééducation. Les journées interminables à encourager, soutenir, rassurer. Là où beaucoup auraient enfui, elle reste, fidèle, présente, entière. Elle le dira plus tard. Cette période l'a totalement absorbée. Sa vie ne tournait plus autour des rôles ou des scénarios, mais autour d'un seul objectif, aider Didier à tenir debout, physiquement et moralement. Elle devient son pilier, sa force, son refuge. Aimer pour elle n'est plus un sentiment abstrait. C'est un engagement total, parfois au prix de soi-même. Contre toute attente, Didier se relève. Pas pour la Formule 1, mais pour la compétition autrement. La course est dans son sang.
Il reprend le sport, cette fois sur l'eau, dans les courses de bateaux offshore. Véronique sait que c'est dangereux, elle a peur, mais elle se tait, parce qu'on n'empêche pas un homme de vivre quand on l'aime vraiment. Et puis, en août 1987, le destin frappe une dernière fois. Lors d'une course au large de l'île de White, le bateau se retourne. L'impact est fatal. Didier Pironi meurt sur le coup. Il avait 35 ans. Pour Véronique, le monde s'arrête. Littéralement. Elle dira plus tard cette phrase qui glace encore aujourd'hui. À la mort de Didier, j'ai perdu un morceau de moi que je ne récupérerai jamais. Elle n'a que 30 ans, et pourtant elle a déjà connu la maladie, la stérilité, et maintenant la perte brutale de l'homme autour duquel elle avait reconstruit sa vie. Cette fois, ce n'est pas seulement un rêve qui disparaît, c'est un amour, une certitude, une raison d'avancer. Après la mort de Didier, le silence s'installe. Un silence lourd, épais, presque dangereux. Il n'y a plus de bruit de moteur, plus de rire, plus de projet. Il n'y a que l'absence. Une absence qui s'invite partout, dans l'appartement, dans les souvenirs, dans les gestes les plus simples. Véronique avance comme on traverse un paysage brûlé. Chaque pas demande un effort immense. Et comme si le destin refusait de lui accorder le moindre répit, le corps parle à nouveau. Le cancer revient. Une rechute, discrète, sournoise. Pour beaucoup, ce serait le moment de tout abandonner. Pour elle, c'est l'instant d'une décision radicale. Cette fois, elle refuse la chimiothérapie. Non par défi, mais par épuisement. Elle ne veut plus de ce combat frontal qui l'a déjà laissé exsangue. Elle cherche autre chose, une autre voie, une autre manière de se soigner, de vivre, peut-être même de croire. Elle se tourne vers des approches alternatives, vers l'écoute du corps, vers une médecine plus douce, plus lente. Et surtout, elle commence à chercher du sens là où jusque-là, il n'y avait que la survie. Car survivre ne lui suffit plus. Elle veut comprendre pourquoi elle est encore là, quand tant d'autres sont partis. Pourquoi elle a été épargnée. Encore une fois. C'est à ce moment-là que la spiritualité entre véritablement dans sa vie. Pas comme une mode, pas comme un refuge superficiel, mais comme une nécessité intérieure. Le bouddhisme lui offre un langage nouveau pour parler de la souffrance, du détachement, de l'impermanence. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'essaie plus de lutter contre la douleur. Elle apprend à l'observer, à la traverser, à vivre avec. Cette transformation intérieure ne reste pas abstraite, elle se concrétise dans l'action. Véronique ressent le besoin de se tourner vers les autres, vers ceux dont la souffrance dépasse la sienne. Son regard se pose sur le Tibet, sur les enfants exilés, privés de famille, d'éducation, d'avenir. Elle reconnaît dans leurs yeux quelque chose de familier, la perte, l'arrachement, mais aussi une incroyable capacité de résilience. En 2005, elle fonde l'association Graines d'avenir. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un engagement quotidien. Elle finance des écoles, soutient des orphelins, s'implique personnellement. Elle n'est plus seulement une actrice engagée, elle est une femme qui a trouvé dans l'aide aux autres une manière de réparer ce que la vie a brisé en elle. Puis vient un moment que personne n'attendait, pas même elle. Par le biais de son association, elle rencontre une jeune Tibétaine prénommée Migmar, une adolescente déjà marquée par la vie, avec son histoire, ses blessures, ses silences. Peu à peu, un lien se tisse. Un lien qui ne ressemble pas à un projet, mais à une évidence. En 2014, à 57 ans, Véronique adopte officiellement Migmar. Elle devient mère pour la première fois. Pour une femme à qui l'on avait annoncé, 35 ans plus tôt, qu'elle ne porterait jamais d'enfant, c'est un bouleversement total. Elle parlera d'un tsunami. Pas une joie simple, mais une joie exigeante, complexe, parfois vertigineuse. Être mère à cet âge, ce n'est pas réparer le passé. C'est accepter un présent inattendu, avec ses défis, ses doutes, ses responsabilités. Mais ce geste change tout. Il redonne un sens concret à sa survie. Elle comprend alors que la maternité ne se limite pas au corps, qu'elle peut aussi naître du cœur, de la patience, de l'amour donné sans condition. Ce que la maladie lui avait refusé biologiquement, la vie le lui offre autrement, plus tard, différemment, mais peut-être avec encore plus de profondeur. Il y a des douleurs que l'on croit impossibles à revivre. Après le cancer, après la stérilité, après la mort de Didier. Véronique pensait avoir traversé l'essentiel. Elle s'était reconstruite lentement, patiemment, grâce à son engagement, à la spiritualité, et surtout grâce à cette maternité tardive qui avait redonné un sens inattendu à sa survie. Mais le destin, une fois encore, n'en avait pas terminé avec elle. En 2016, c'est sa mère, Colette,
qui disparaît brutalement. Un accident de voiture, une collision banale, absurde, comme tant d'autres. Elle survit au choc initial, puis son cœur lâche. En quelques heures, la femme qui avait été la première source de force de Véronique n'est plus. Pour beaucoup, perdre sa mère à l'âge adulte est une douleur terrible. Pour Véronique, c'est un effondrement intérieur. Car sa mère n'était pas seulement une mère, elle était un pilier, un repère, une présence presque mystique. Colette avait toujours occupé une place singulière dans sa vie. Médium, graphologue, dotée selon sa fille d'une intuition hors du commun, elle semblait percevoir ce que les autres ne voyaient pas. Véronique a souvent raconté combien sa mère savait, presque immédiatement, identifier l'origine d'un problème, comme si elle lisait au-delà des apparences. Cette dimension spirituelle avait profondément marqué Véronique et nourri, sans doute, son propre chemin vers le bouddhisme et la croyance en une continuité de l'âme. La violence de cette perte est d'autant plus grande que Colette semble l'avoir pressentie. Le jour de sa mort, elle laisse un message à sa fille. Quelques mots simples. Elle y confie que son cœur bat plus lentement, qu'elle sent quelque chose venir et qu'elle ne veut pas partir sans lui avoir dit « je t'aime ». Pour Véronique, ce message est un déchirement, mais aussi un ultime cadeau, la preuve d'un lien indestructible, même face à la mort. Dans une interview accordée après le drame, Véronique parlera d'un choc d'une brutalité absolue. Les premiers jours, dit-elle, il n'y a rien, ni larmes, ni colère, juste l'engourdissement, l'irréalité. Puis vient le manque, immense, irréparable, même entouré, même avec Migmar à ses côtés, l'absence de sa mère laisse un vide que rien ne comble. Avec le temps, fidèle à ses convictions, elle apprend à percevoir cette présence autrement. La fin de la matière n'est pas la fin de l'âme, dira-t-elle. Une phrase qui résume à la fois sa foi et sa tentative de survivre à l'insupportable. Elle parle de signes, de sensations, de cette impression que sa mère n'est jamais vraiment partie, que le lien continue, différemment. Mais croire n'efface pas la douleur. À presque 60 ans, Véronique se retrouve confrontée à une vérité que beaucoup découvrent trop tard. On ne cesse jamais d'avoir besoin de sa mère. Peu importe l'âge, peu importe le chemin parcouru. Cette perte réactive toutes les autres. La mort de Didier, la maladie, les rêves brisés. Tout remonte comme si le sol cédait sous ses pieds une nouvelle fois. Et pourtant, elle continue d'avancer, parce qu'elle n'a jamais su faire autrement. Parce que sa vie est devenue une succession de deuils traversés debout, parfois au prix d'un effort surhumain. Elle porte désormais en elle les absences comme on porte des cicatrices, visibles pour soi, invisibles pour les autres. Arrivée à l'automne de sa vie, Véronique Jeannot ne cherche plus à convaincre. Elle ne plaide pas, elle ne réclame ni indulgence, ni admiration. Elle raconte, elle témoigne, et ce faisant, elle tend un miroir à chacun de nous. Quand on regarde son parcours d'un seul trait, il pourrait sembler trop lourd pour une seule existence. Un cancer à 22 ans, la stérilité annoncée comme une sentence définitive, un succès immense vécu derrière un masque de pudeur, l'amour absolu, puis la mort brutale de Didier Pironi, une rechute, la peur de mourir encore, et enfin la perte de sa mère, ce pilier silencieux qui l'a reliée à quelque chose de plus grand qu'elle. À cela s'ajoutent les renoncements, les nuits blanches, les silences que personne ne filme. Une vie que certains résumeraient trop vite par un mot, tragédie. Et pourtant, réduire son histoire à la tristesse serait une erreur. Car il y a, dans cette succession d'épreuves, une autre lecture possible, celle d'une femme qui n'a jamais cessé de se relever. Pas héroïquement, pas bruyamment, mais humainement. Elle n'a pas nié la douleur, elle ne l'a pas transformée en spectacle. Elle l'a traversée, à son rythme, en acceptant parfois de tomber, parfois de douter, parfois de ne plus comprendre. Ce qui frappe, avec le recul, ce n'est pas seulement ce qu'elle a perdu. C'est ce qu'elle a choisi de faire après chaque perte. Elle aurait pu se refermer, elle aurait pu disparaître, elle aurait pu vivre dans l'amertume. Elle a choisi autre chose. La spiritualité, non pas comme fuite, mais comme outil pour tenir. L'engagement humanitaire, non pas pour se donner bonne conscience, mais pour donner un sens concret à sa survie. La maternité tardive, non pas comme réparation du passé, mais comme ouverture vers un présent imprévu. Devenir mère à 57 ans, puis reconnaître officiellement, des années plus tard, un second enfant déjà présent dans sa vie, ce n'est pas défier la nature. C'est redéfinir ce qu'est une famille. C'est dire que l'amour ne se mesure ni en âge, ni en génétique, ni en convention, que la transmission peut prendre 1000 formes,
et que parfois, la vie rend ce qu'elle a pris autrement. Aujourd'hui, Véronique continue de jouer, d'écrire, de monter sur scène, pas pour prouver qu'elle est encore là, mais parce que créer est devenu sa manière de respirer. Ses livres parlent du deuil, de l'au-delà, de la fragilité de l'instant présent, non pas pour donner des leçons, mais pour partager une vérité simple. On ne guérit jamais complètement de ce que l'on a aimé et perdu. On apprend seulement à vivre avec. Et c'est peut-être là que son histoire touche le plus profondément ceux qui la regardent aujourd'hui, surtout après 50 ans. À cet âge, on a déjà dit adieu à des proches. On a déjà vu des rêves s'éloigner. On sait que certaines portes ne s'ouvrent plus, mais on sait aussi que tant qu'on est en vie, quelque chose reste possible. Pas forcément grand, pas forcément spectaculaire, mais essentiel. Alors, au fond, la question n'est pas de savoir si la vie de Véronique Jeannot est triste ou courageuse, la vraie question est celle qu'elle nous laisse, à nous, silencieusement. Que faisons-nous de ce que la vie nous enlève ? Est-ce que cela nous ferme ou est-ce que cela nous transforme ? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé un souvenir, une perte ou simplement une réflexion sur votre propre chemin, prenez un instant pour le partager. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de ce destin. Voyez-vous une vie marquée avant tout par la douleur ou par la résilience ? N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a parlé, de la partager avec quelqu'un qui pourrait s'y reconnaître et de vous abonner pour continuer ensemble à explorer ces vies célèbres, non pas pour leur gloire, mais pour ce qu'elles nous apprennent sur la nôtre.